Donc, merci encore à ceux qui nous ont rejoints. Donc, pour ce webinaire, nous allons présenter donc les pistes pour des bonnes pratiques de gestion à la fois des activités et des données de conception de vos dispositifs médicaux avec la suite Atlassian. Donc, je propose qu'on commence par se présenter. Tout à fait. Avec Stéphane, nous allons vous présenter ce webinaire. Donc, pour ma part, François Grisard-Lapersonne, je suis le directeur du département ingénierie système d'ADN. Donc, ce département vise à aider ses clients à mettre en place les bonnes pratiques d'ingénierie système. Donc, ce qu'on entend par là, c'est la gestion des exigences, la gestion des tests, la gestion de configuration, la définition de l'architecture, gestion des changements, donc tous les processus qui vont permettre de développer efficacement vos dispositifs médicaux. Et on propose aussi de mettre en place des outils qui vont vous aider à supporter efficacement ces activités, et notamment la suite Atlassian. Ouais. Tout à fait, François. Du coup, je prends la suite. Donc, moi, c'est Stéphane Zocco. Je suis consultant chez ADN. Donc, je suis ingénieur système, donc rattaché au même pôle que François. C'est revenu. Ok. Voilà, donc très rapidement, donc ADN, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on est une société de conseil créée en 1993. Qui est donc historiquement dans le domaine pharmaceutique et plus récemment des dispositifs médicaux, et même dans le département ingénierie système, on peut travailler aussi pour des clients d'autres domaines. Donc une trentaine, principalement sur 2 sites, Paris et Lyon, même si on intervient globalement sur toute la France, même un petit peu au-delà en Suisse et en Belgique. On est divisé donc en 4 départements. Donc, le mien, ingénierie système, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Puis donc les autres départements, qualité, donc qui s'occupent notamment de VSI, agilité, avec qui on travaille beaucoup pour le déploiement des outils, notamment la suite Atlassian. Et puis donc aussi un département nouveau qui s'occupe de sérialisation, que ce soit pour les médicaments ou pour les dispositifs médicaux, l'identification unique et le suivi des anomalies, éventuellement de remontée par rapport à ces identifiants. Voilà, donc là, comme on pourra le redire à la fin, donc notre approche, c'est de vous proposer via nos centres de compétences qui sont souvent amenés à collaborer sur les différents projets, c'est donc de vous proposer une solution globale pour définir les bonnes pratiques méthodologiques et puis les mettre en œuvre, et donc aussi assurer la validation de vos systèmes, notamment dispositifs médicaux pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, ouais. Je te redonne la main, Stéphane. Tout à fait, je prends le relais. Alors, du coup, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps faire une introduction pour vous familiariser avec les thématiques qui font l'objet du webinaire. Donc, on va passer, après l'introduction, on va vous présenter finalement les méthodologies de gestion de projet, mais bon, pas toutes les méthodologies, mais on va faire le zoom, voilà. Particulièrement sur 2 méthodologies, la méthodologie Scrum, donc une méthodologie agile, et puis la méthode de gestion de projet plutôt en cascade, donc la méthode la plus, en tout cas, adaptée au cycle en V. Donc, ce sont les 2 méthodes classiques sur lesquelles on va s'appuyer. Et par la suite, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet, dans la partie 3, où on va justement faire une comparaison, en tout cas, montrer comment on peut utiliser la suite Atlassian pour gérer en même temps, pour réaliser en même temps la gestion de projet
et dans le même environnement, du coup, gérer les activités, du moins, gérer les objets liés à la conception. Puis en 4, on montera, en utilisant la suite Altation toujours, on montera une illustration, on vous présentera des cas d'utilisation. Voilà. Et il y a la partie 3, dans la partie 3, hein, ce qu'on essaie de mettre en avant, donc c'est la valeur ajoutée qui a à avoir une gestion intégrée de ces deux grandes macro-activités qui sont la gestion de projet et la gestion des données de conception, et puis quelques illustrations dans la partie 4. Merci François, tout à fait. Et on finira par vous présenter un peu, du coup, notre offre, ce qu'on propose comme service d'accompagnement autour de la suite Altation et pas que. Donc, Altation, la suite Altation de manière générale, si on veut, Altation c'est un éditeur de logiciels. Donc, de manière générale, quand on parlera d'Altation, on fera référence aux outils phares, hein, et c'est une liste qui n'est pas limitative. On fera référence du coup à Jira, à Confluence, à Bitbucket, à Trello, à plein d'autres outils. Mais ceux qui font l'attention du webinaire d'aujourd'hui seront particulièrement Jira et puis Confluence. Toujours est-il qu'il faut savoir que l'éditeur de logiciels, en fait, a pour mission, voilà, c'est donné pour mission de créer des logiciels, on va dire, adaptés à l'agile, au monde agile, et puis surtout de mettre en place des outils qui sont collaboratifs. Donc, Jira, Confluence, Bitbucket, on en parlera. Sinon, je peux déjà vous dire, par exemple, en ce qui concerne JSM, c'est un outil assez similaire à Jira, mais avec des fonctionnalités différentes, avec des fonctionnalités, on va dire, en plus, au cas, dans ce sens que JSM, qui est Jira Service Management, offre les possibilités de réaliser du ticketing comme Jira avec une ouverture à travers un portail. Donc, il permet finalement de mettre à disposition un portail qui permettra de gérer des réclamations au niveau client. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, Altation, ou alors la suite Altation, c'est vraiment tout un écosystème, c'est un ensemble de plateformes, et de ce fait, en fait, en standard, quand on accède aux produits de la plateforme, il offre des fonctionnalités, mais ceci reste assez limité. Donc, on peut se connecter, on peut gérer les accès utilisateurs, on peut faire un paramétrage assez léger. Par contre, quand on veut rajouter des fonctionnalités, si par exemple on veut faire une analyse de risque, si on veut faire une gestion de projet un peu plus avancée, si on veut faire du suivi de temps, on a besoin de rajouter des fonctionnalités. Et c'est pour cela que la plateforme, elle est ouverte sur une marketplace qui permet donc à des éditeurs tierces de créer des applications, donc qui sont des add-ons. Et en tant qu'utilisateur, du coup, on peut télécharger ces applications-là pour ajouter des fonctionnalités. Donc, c'est ça, sur les services de base, hein, qui font de gérer les différents types d'objets, leur historique, au sens audit trail, la traçabilité entre ces objets, ça c'est des fonctionnalités génériques. Effectivement, grâce à ces add-ons, on va pouvoir supporter au mieux les différents processus d'ingénierie système pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Alors, du coup, pour revenir aux outils, Jira. Je sais que beaucoup d'entre vous sont familiarisés avec Jira et puis ont l'habitude de l'utiliser, mais à titre de rappel quand même, Jira du coup c'est un outil qui de base a été créé, on va dire, pour les softwares. Donc c'est un outil qui va se définir dans les grandes lignes comme un outil de création de tickets, mais on peut aller encore beaucoup plus loin justement. Donc nous ici, ce qu'on vous présente comme Jira peut être utilisé comme un outil justement de création d'objets de toute nature, sachant que ces objets ici on va les distinguer par la suite, on va vous expliquer pourquoi. On va les distinguer en principalement deux catégories. Donc il y aura les éléments qui vont servir à la gestion de projet, qui sont ici dans les activités, les user stories, les tâches, les épiques par exemple. Et puis on aura aussi des éléments qui vont être appelés des artefacts, donc qui sont des éléments inhérents à la conception. Ça va être des exigences, ça va être des tests, ça va être des risques. Donc toujours est-il que les avantages qu'il y a derrière un outil comme Jira, c'est que déjà, tous les objets qu'on arrive à créer peuvent être liés entre eux. Donc, une story peut facilement être liée à une exigence. Une exigence peut facilement être liée à un test. Et en réalité, les tickets, ou alors les objets Jira qu'on crée, sont en réalité des espèces de formulaires. Donc,
ce sont des formulaires qui restent entièrement personnalisables. C'est la raison pour laquelle on a justement, ça se fait à travers la création de champs. On peut leur associer des processus métiers à travers le workflow. Donc, on peut gérer le cycle de vie de chaque objet en utilisant en workflow. On peut y intégrer la signature électronique. Et justement, on a dit tout à l'heure que l'outil, de manière générale, dans ses fonctionnalités de base, permet de gérer les droits utilisateurs. Il permet d'aller encore plus loin, de faire de la gestion de changement, de l'analyse d'impact, en tout cas. Et d'un autre côté, il permet de faire un suivi de projet. Il met en disposition des tableaux de bord et des indicateurs et différentes métriques, en tout cas, pour suivre l'avance, pour réaliser la gestion de projet. Donc, ça fait partie des éléments, des fonctionnalités principales de l'application sur lesquelles on va s'appuyer pour notre présentation d'aujourd'hui. Après, l'autre outil, Confluence, c'est un outil de type plutôt wiki. Donc, en fait, c'est un outil de rédaction de texte, voilà. En tout cas, c'est un outil qui permet de rédiger des textes sous forme de pages web et avec l'avantage il permet aussi de structurer justement les pages et avoir une certaine arborescence. Par exemple, lorsqu'on crée les pages, on peut avoir des pages parents, des pages enfants, et à l'intérieur de ces pages-là, on a la possibilité justement d'introduire tout type d'éléments. Donc, on peut rédiger, structurer des pages, on peut stocker des documents externes. Je peux par exemple avoir mon document Word, et puis je le glisse dans une page Confluence pour en faire quelque chose. On arrive aussi, du coup, à rajouter des fonctionnalités qui permettent de contrôler le cycle de vie de la page aussi. Donc, c'est des espèces de workflow et on peut aller plus loin. On associe aussi des fonctionnalités qui permettent de faire du versionning de documents, la suivi de modifications. En allant encore toujours plus loin, en fait, on arrive à faire une gestion de permission, donc gestion de droit, en lecture, en écriture et juste en visualisation. Et puis, on peut le personnaliser aussi pour qu'il devienne carrément un outil, une JET, voilà, un outil de gestion documentaire. Et c'est comme ça que dans d'autres webinaires, on a pu montrer comment on pouvait l'utiliser pour, par exemple, gérer un DHF de manière efficace, notamment en intégrant en présentant sous forme de documents des données qui peuvent venir de Jira ou être activement créées dans Confluence. Exactement, oui. Et d'ailleurs, tu fais bien, François, d'insister sur ce point, parce que les outils étant du même éditeur, ils sont facilement intégrés. En tout cas, c'est vraiment une plateforme collaborative. Donc, Jira, il est facilement intégré à Confluence, c'est-à-dire que les objets qu'on aura créés dans Jira, on les retrouvera facilement dans Confluence en utilisant un système de filtrage. Et Bitbucket, de son côté, c'est un outil de gestion de code, voilà. Donc, c'est un outil de type Git qui va permettre de faire le versionning de code essentiellement et travailler de manière collaborative en gérant les pipelines, en gérant les repositories. Et il faut aussi savoir que c'est pareil, en fait, il est facilement connecté. En fait, on peut réaliser des pushs et les connecter facilement à un ticket Jira. Donc, voilà. Ce qui permet donc assez nativement de savoir pour une tâche qu'on aurait gérée dans Jira, quel est le code qu'on a développé. Si c'est une tâche de développement logiciel, on va pouvoir connaître le code qui a été modifié pour réaliser cette tâche. Tout à fait. Donc, de manière assez, en tout cas, voilà, comme sommaire. Juste un mot dans le cadre de la 62304 pour les dispositifs de classe élevée, c'est quelque chose qui peut être très utile. Yes. Et pour résumer un peu, là, on a un peu résumé un ensemble d'avantages, en tout cas une liste non exhaustive d'avantages qu'on peut tirer en utilisant les éléments qu'on a, en combinant de manière adaptée les éléments les outils qu'on a présentés plus haut là. Donc, justement, ce sont des outils de travail collaboratif. Vous avez vu qu'on pouvait créer des liens entre les objets, donc ce qui met en avant le bénéfice de la traçabilité. Et étant donné que ce sont des outils qui sont essentiellement adaptés aussi
au monde du soft, en fait, sont des outils qui sont aussi agiles. Donc, ils permettent notamment de gagner en temps, puisque de toute façon, on a une seule source d'information, on a une seule source de données. Ils préservent l'intégrité des données et comme on a dit, en fait, aussi, ils intègrent de manière générale une gestion de droit assez avancée. On arrive à gérer les objets, à gérer le cycle de vie des objets en utilisant le workflow. On peut intégrer la signature électronique et puis, surtout, on accède à tous ces outils en utilisant une interface web, donc sans nécessairement avoir besoin d'installations lourdes au niveau local. Bon, on a une autre question avant de passer à la slide suivante. Du coup, on a une autre question. Cette fois-ci, essayer de le faire bien. Oui, promis, cette fois-ci, alors j'ai dit une question, mais c'est une série de 2-3 questions. Est-ce que déjà vous voyez le sondage? Oui, il y a déjà des réponses, donc c'est oui. La question de savoir justement si vous utilisez les outils Altation, notamment pour le cas échéant, si vous utilisez Jira. Alors, je vois que tout le monde n'a pas encore participé. Oui, ça monte. Voilà, on atteint 100%. Donc, je vais fermer le sondage et vous le partagez. Moitié-moitié. Oui, là, visuellement, on a... Grosse moitié connaît déjà Jira, donc on va voir si... On a une petite moitié qui doit encore être sensibilisée, voilà, à l'utilisation, en tout cas, aux avantages qu'offrent les outils. En tout cas, j'espère qu'au sorti du webinaire d'aujourd'hui, vous en saurez un peu plus et que vous vous intéressez aux outils. À la fois, le but, pour ceux qui connaissent déjà Jira, c'est de voir qu'ils peuvent peut-être étendre l'utilisation qu'ils en ont, et puis pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, de voir tout ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Alors, oui, là, il manque encore quelques non-votants. Voilà, on atteint les 100%. Et là, pareil, on a du coup plus d'utilisateurs Confluence que de non-utilisateurs. Et la dernière, pour la route, c'est... Tu as montré le résultat parce que j'ai pas vu passer le... Ah, oui. Là, je crois que vous devez l'avoir à l'écran. Ah, c'est bon. Ok. Là, du coup, je le disais, on a du 67%, donc une bonne partie quand même qui utilise déjà Confluence. Et la dernière concerne Bitbucket. On a souvent beaucoup moins de participants. Oui, tout à fait. Et tel que je vois les résultats, voilà, qui sont à 100%. Le résultat reflète ce qu'on a d'habitude. On a beaucoup moins d'utilisateurs de Bitbucket qu'on a eu d'utilisateurs de Confluence et de Jira. Ah, bien, d'accord. On peut enchaîner du coup. Oui. Alors, là, normalement, vous revoyez mon écran, tu me le confirmes, François? Oui, écran de sondage. Okay. Parfait. Alors, la partie 2, du coup, comme on a dit au départ, c'est celle relative à la gestion de projet, dans la méthodologie de gestion de projet. Donc, comme je l'avais annoncé, en fait, les méthodologies de gestion de projet qu'on va présenter ici sont essentiellement deux. Hein. Ça va pas être un enseignement, c'est vraiment juste un rappel d'ordre général. Donc ici, pour ce qui concerne la méthodologie en cascade, hein, la méthode en cascade, donc qui est plus adaptée à la méthode de cycle en V, où finalement on a voilà, qu'on a appelé ici méthode de gestion de projet classique. Donc, on voit justement qu'elle s'appuie sur une approche, on va dire, plutôt linéaire. Donc, les tâches se déroulent de manière séquentielle. À la fin de la première tâche, on réalise la deuxième, ainsi de suite. Et par exemple, ici, on voit
pour l'exemple qui a été cité, on voit qu'après la phase de planification, on passe par exemple à la phase de création de l'architecture, puis de spécification, et la phase par exemple de test et de livraison n'arrive qu'en toute fin de projet. Donc, méthode qui présente quand même un certain avantage dans la mesure où elle a l'avantage d'être stable et claire. En tout cas, pardon, elle a l'avantage d'être claire. Et puis, la planification, en tout cas, est stabilisée sur du long terme, on va dire comme ça. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est une méthode qui s'adapte assez difficilement au changement, puisque voilà, tout ce qui est test est censé être réalisé à la fin de tout ce qui est idéation et implémentation. Ça marche bien dans des contextes où on connaît assez bien où on va, mais c'est dans les cas où, où on apprend en marchant, c'est pour ça que après les méthodologies agiles sont aujourd'hui plus adaptées. Ouais. Et comme on a dit, en fait, c'est l'un des outils, en tout cas, qui s'adapte le mieux à ces méthodologies en cascade-là, c'est en Gantt. Donc ici, on voit bien que les tâches sont séquentielles. Quand bien même on arrive à paralléliser certaines, il y a toujours des grosses dépendances entre nos tâches. Donc, la seconde, par contre, c'est la méthodologie, du coup, ce sont les méthodologies agiles. Quoique dans la présentation d'aujourd'hui, on va pas présenter les méthodologies agiles, ce n'est absolument pas le but de la présentation. On va plutôt parler d'une en particulier qui va nous intéresser pour, en tout cas, dont on va se servir comme fil conducteur pour la suite. Donc, les méthodologies agiles, de manière générale, ont pour but de réduire le risque et maximiser la valeur du projet. Le point fort des méthodologies agiles, c'est que elles utilisent des approches qui sont plutôt itératives et collaboratives. Itératives dans la mesure où on n'attend justement pas d'avoir terminé une phase avant de passer à la phase suivante. En fait, tout se fait de manière tout se fait au fur et à mesure, voilà. Donc, ce sont par conséquent en privilégiant le fait que à la fois les personnes qui définissent les besoins, celles qui implémentent, qui testent, vont travailler en même temps et donc ça sont focalisés sur le même projet au même moment et ça favorise la collaboration par rapport à des personnes qui interviendraient successivement et ouais, quand les testeurs travaillent, les gens qui ont fait la conception, ils sont déjà passés à autre chose. Yes, effectivement. Quand on se refait, par exemple, à l'une, en fait, il existe plusieurs méthodes. Et justement, quand on se refait, ne serait-ce qu'à la méthode de Scrum, justement, on se rend compte que entre les différentes personnes susceptibles d'intervenir dans le projet, bon, Product Owner, Scrum Master et puis l'équipe de dev, on se rend compte effectivement que toutes les parties prenantes sont intégrées dans le projet depuis le début. Ce qui en facilite du coup la mise en place. Donc, comme on a dit, ça ne sera pas très rapidement oui. Comme tu disais au début. Non, effectivement, de toute façon, je vais pas être très lent. Pardon? Oui, là, on rappelle juste les exactement termes de la méthode Scrum. Oui, sur le principe, en fait, effectivement, comme je disais, dans la méthode Scrum, on a là les différents acteurs. Hein. De manière générale, on aura le product backlog dans lequel on mettra finalement un peu toutes les user stories ou en tout cas plusieurs activités à l'intérieur. Et puis ces activités vont faire l'objet d'une sélection lors des sprint planning. Et ce sont ce qui sera fait par les équipes et par la suite c'est ce qui va donc être introduit dans une sprint qui va durer on va dire pourquoi pas 2 voire 4 voire 3 semaines et donc ça va être le processus de développement où on va développer effectivement on va tester et puis on va faire des revues pour vérifier effectivement que tout a été bien fait. Auquel cas, si ce n'est pas fait, justement, on réinjecte les tâches
qui n'ont pas été réalisés, on les réinjecte dans les prochaines sprints, par exemple. Donc, en tout cas, il y a tout un ensemble de cérémoniales que j'ai listé et d'événements que j'ai listés sur la slide ici. De toute façon, le support de présentation, vous l'aurez plus tard, donc vous pourrez prendre le temps de le consulter. Et puis pareil, en fait, ici, on a une illustration un peu plus visuelle où voilà, où on a une décomposition du backlog dans laquelle on peut voir des épiques, en dessous des épiques, on a des stories, et puis les stories, elles, sont décomposées en tâches, dont les stories, ça va être des tâches, mais des tâches, on va dire, avec une description plutôt macro, et puis des tasks, ici, vont représenter la décomposition des stories. Donc, par exemple, vous développer des fonctionnalités spécifiques, et ce sont des éléments, du coup, qui vont réellement être intégrés à la sprint, et puis suivre le cycle de vie jusqu'à validation. La user story qui va définir un objectif global cohérent et les tâches qui sont ce qu'on va confier à une seule personne. Enfin, une tâche va être confiée à une seule personne. Et là, on aura souvent plusieurs tâches, plusieurs personnes pour réaliser l'objectif d'une user story. Yes. C'est le cas général. Donc, en fait, vous vous en doutez bien, si on vous a présenté ces méthodologies, justement, ces méthodes, en fait, c'est surtout parce que la plateforme Altation, telle qu'on vous la présente aujourd'hui, elle permet de prendre en compte la méthodologie de travail que vous utilisez, que ce soit une des méthodologies agiles ou alors tout simplement la méthodologie cycle en V. Elles peuvent être supportées justement, en tout cas, par la plateforme. Donc, on peut imaginer ici, dans notre cas d'utilisation, d'ailleurs, c'est ce qu'on fera par la suite dans nos illustrations, que les équipes logicielles travaillent plutôt en méthodologie agile et puis les équipes mécaniques travaillent plutôt en cycle en V. Voilà, c'est ce qu'on constate chez nos clients. Il y en a qui travaillent complètement en agile, d'autres un peu moins et souvent en mode hybride. Et ce qu'on va montrer, c'est que même si initialement Jira a plutôt été créé pour ce qui est gestion agile, il est tout à fait aussi adapté au fonctionnement cycle en V, alors surtout au fonctionnement hybride, qui sont assez répandus chez nos clients. Je te laisse continuer, François. Voilà, donc on passe donc les processus de conception. Donc là, pour l'instant, on s'est intéressé à la partie plus gestion de projet, donc ce qui va permettre de gérer les activités qu'on réalise sur un projet. Mais donc la conception, c'est ce qui va permettre de définir toutes ces activités qui vont surtout tous les objets, ce qu'on appelle les artefacts, les éléments de conception qui vont être définis à mesure de l'avancement de ces activités de conception. Hein, donc, s'assurer qu'on répond bien aux besoins de l'équipe marketing, du client final, donc les besoins exprimés initialement sur notre dispositif médical, jusqu'à les éléments mécaniques, logiciels qui vont permettre de le composer, donc pour le bien-être du projet et pour le respect des réglementations, donc documenter tout ce qui doit l'être. Donc il n'y a pas que les exigences, il y a aussi l'architecture, les tests, les risques. Donc le but d'une bonne activité de conception, utiliser les bonnes pratiques, c'est d'optimiser les coûts en définissant ce qui a besoin d'être défini et en faisant collaborer au mieux les différentes équipes. Et c'est souvent, alors même s'il y a des dispositifs médicaux qui sont purement logiciels, c'est aussi beaucoup de cas où ça nécessite de faire collaborer des équipes donc qui ont de différentes natures, hein, logicielles, mécaniques, électroniques, biologiques. Or, donc ces activités, donc même si sur des activités, sur un projet, il y a des activités qui sont évidemment pas autres que de réalisation création et modification de données techniques, mais pour une bonne part, ces activités de conception vont amener à créer des exigences de différents niveaux, déjà définir les besoins de haut niveau d'un dispositif médical, définir ses
risques, définir ces exigences. Donc ces activités, elles sont naturellement connectées, même si beaucoup de nos clients font pas le lien directement. Le lien, il existe, au moins dans la tête de ceux qui réalisent ces activités, parce qu'on va avoir donc des activités de définition d'exigences, de raffinement d'exigences, d'identification des risques, d'identification des exigences et des tests qui vont permettre d'atténuer les risques. Donc, c'est ça qu'on va classiquement organiser en tâches, en user story pour définir ces objectifs cohérents. Et nous, dans ce qu'on conseille, on va l'aborder un petit peu aujourd'hui, donc c'est de bien distinguer les activités, les artefacts, parce que donc les objectifs, les user stories, même si c'est un lien avec les exigences, les risques qu'on développe, c'est bien deux choses différentes pour ce qui est quels sont les objectifs qu'on doit réaliser et qu'est-ce qui sera donc la définition du système pour répondre à ces objectifs. Un petit rappel, donc les enablers, ça c'est dans les activités de conception, ça inclut aussi tout ce qui est le développement des bandes de test, des simulateurs, tout ce qui va vous permettre de pas directement intégrer à votre dispositif médical, mais qui est nécessaire pour sa bonne implémentation. Donc, dans le slide suivant, donc, bien identifier comment ça se passe quand on travaille sur une user story, donc une manière efficace de faire collaborer des différentes personnes avec un objectif qui sera mesurable, c'est contrairement à travailler en cascade, où on va avoir tout défini dès le début, on peut se contenter dans un premier temps d'avoir des objectifs qualitatifs qu'on va préciser. C'est par l'analyse qu'on saura si je veux définir un système efficace, rapide, ergonomique, je vais petit à petit définir qu'est-ce que ça veut dire d'être ergonomique, etc. Donc, c'est suffisant de démarrer avec des objectifs globaux et de faire travailler les différents concepteurs, les différentes équipes sur ces différents sujets. Et donc, petit à petit, ça va nous amener à définir ce qu'on appelait les artefacts, donc des exigences, des risques, des tests pour répondre à ces différents besoins. Ce qu'on a illustré, c'est donc on a juste fait sur des stakeholder requirements, donc les exigences de haut niveau, les systèmes requirements, les risques qui vont apparaître au fil de l'eau dans le cadre d'une user story. Donc, pour cette user story, donc on sera capable dans la suite Atlassian de relier ces objets, tout ce qui aurait été créé ou modifié pour réaliser cette user story. Au fil du temps, donc dans le cadre d'une user story, on pourrait être amené à modifier une ou plusieurs fois chacun de ces artefacts. C'est ce qui est illustré sur notre stakeholder requirement numéro 1, qui existe dans une version 1, puis dans une version 2. La même chose pour exister pour tous les autres types d'artefacts. Donc sur la slide suivante, on va illustrer. Alors, on passe déjà au constat et sur la slide suivante, on va détailler un peu ce qui se passe chronologiquement quand on travaille sur plusieurs user stories. Donc une user story, donc ça va généralement s'inscrire dans le cadre d'une feature du système. Donc ça sert à réaliser une fonction qui peut être aussi fonctionnelle, non fonctionnelle, et successivement, donc plusieurs user stories pourront venir travailler sur les mêmes sujets pour les préciser, les raffiner, d'où la nécessité de peut-être parfois de revenir pour préciser des risques, préciser des exigences sur lesquelles on a déjà travaillé précédemment dans le cadre de user stories successives. Donc,
d'où l'intérêt donc de bien distinguer ce qui est user story et ce qui est exigence, parce que donc l'exigence c'est ce qui va finalement rester et être constituer la définition du système, alors que des user stories dans le temps elles auront pu se contredire. On était parti sur une hypothèse, finalement après on a un peu changé d'avis sur ce qu'on était capable de réaliser comme performance. Donc au final, donc ce qui restera de ces activités qu'on va maintenir, garder dans un DHF, ce sera bien le résultat de ces activités qui seront donc les objets, exigences, risques, qui seront le résultat de ces activités. Donc, par rapport à ce, c'est un petit retour d'expérience, donc surtout éviter de confondre les user stories avec les exigences de haut niveau, c'est pas tout à fait la même chose et ça se gère pas de la même façon. Ce qu'on illustre sur cette vue où un peu plus détaillé que il y a 2-3 slides, on voit donc de gauche à droite, hein, c'est ce qui se passe au cours du temps par rapport aux différentes versions de notre produit. On va être amené à travailler sur nos exigences globales, exigences des différents composants de notre système. Donc c'est on est parti des stakeholder requirements qu'on a détaillé en system requirement, puis en component requirement. On a aussi qu'on a fait évoluer au cours du temps. Sur cette vue, on n'a pas remis tout ce qui est les risques, les tests, mais évidemment, ça fait partie des choses qui font partie d'une release. Et puis, à un moment, donc, ces éléments qui ont évolué successivement dans le cadre d'une ou plusieurs user stories, on va les figer dans une version correspondant à la release 1. Puis, à nouveau, on va travailler sur d'autres user stories et pour arriver à la release 2. Et donc, ce qu'on a déjà énoncé, qu'on va illustrer dans la suite, c'est que si on distingue bien, une bonne pratique sera bien distinguer ce qui est les activités et ce qui est les artefacts, mais la plateforme va permettre de gérer les deux et de gérer les liens qu'il y a entre ces deux types d'éléments. Yes. Du coup, avant de passer à la partie suivante, du coup, il y aura une toute dernière question. Je vous la mets à l'écran. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'aujourd'hui, donc vous gérez une traçabilité outillée entre vos tâches, votre gestion de projet, hein, que j'imagine la plupart d'entre vous ont avec Jira ou avec un autre outil, et puis tous vos éléments de conception, donc exigences, logiciel, mécanique, votre gestion des risques. Voilà, on attend les 100%. Je partage le sondage. Ah, Ouais, ça... On est en équilibre, parfait. Très bien, donc il y a déjà beaucoup de monde qui le fait. A priori. Bon. Donc, finir en illustrant effectivement comment tout ça peut organiser dans la plateforme Atlassian. Exactement. Donc jusqu'ici, on a eu une approche, on va dire, assez théorique, et maintenant on va passer à la partie un peu moins théorique, donc avec plus d'illustrations. Sinon, un petit rappel quand même de l'écosystème applicatif. Donc, on a dit qu'on se basait principalement sur l'écosystème Atlassian, et vous savez que sur le principe, on a dit que l'écosystème était muni d'une plateforme, d'une marketplace, qui permettait d'ajouter des fonctionnalités à travers des plugins. Donc, ici, on a recensé... Tu as repassé on voit sur le sondage, est-ce que tu aurais oublié de réafficher le... Oui. Alors, là, est-ce que vous avez... François, tu me confirmes que tu as la C'est bon.
Ah, ok, parfait. Alors, du coup, je répète mon discours. L'écosystème applicatif, finalement, c'est une synthèse de plateformatisation de base, dont en standard qu'on vous a présenté, auquel on rajoute des fonctionnalités à travers des plugins. Et les plugins dépendent finalement de l'outil de base Altation qu'on utilise. Donc, sous Jira, par exemple, on aura des plugins qui sont complètement différents. Sous Confluence, on aura des plugins tels que Document Management for Confluence. Si on veut transformer finalement Confluence comme GED. Après, si on veut réaliser l'analyse de risque, ou alors si on veut faire du testing, en gros, si on veut aller un peu plus loin, on va se baser sur des plugins complètement différents. L'idée étant toujours d'arriver à mettre en place, à gérer le projet, à lier l'activité de gestion de projet à l'activité de conception, à profiter de l'avantage de la plateforme, donc exploiter la traçabilité, à exploiter les dashboards, en tout cas à exploiter les différents KPI à travers justement des dashboards et surtout derrière pouvoir produire et maîtriser sa documentation. Alors, pour l'illustration, on a pris un modèle de données que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà parce que c'est un peu le fil conducteur qu'on a, nous, l'habitude d'utiliser. Donc, pour le moment, ce que je vous inviterai à faire, c'est vous concentrer plutôt sur la partie de droite. Vous voyez bien qu'on a, donc, dans la partie de droite, maintenant que vous connaissez un peu les termes activité et puis artefact, donc dans la partie de droite, on a essentiellement des activités. Donc, on a des épiques qui sont un peu des activités de plus haut niveau. Elles sont une épique, du coup, ici, dans l'approche qu'on va vous présenter, peut être décomposée en story, en plusieurs user stories. Et une user story, en fait, elle peut être aussi décomposée en plusieurs tâches. Donc, ce sont justement ces tâches-là qui vont être attribuées unitairement aux membres d'équipe, donc unitairement à chaque personne. Et les personnes vont donc travailler ces tâches. Et l'idée, c'est que à travers l'utilisation des tâches, donc réellement distinguer ce qui est activité d'artefact, story et tâches de tout ce qui sera exigence derrière. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, en se basant sur une tâche, on arrive à développer, par exemple, à écrire, par exemple, un ensemble d'exigences, qu'on arrive à développer, à écrire, je sais pas, à créer un ensemble de livrables qui vont du coup être associés grâce aux liens entre objets, qui vont être associés à des tâches qu'on a créées au préalable. Et que, juste un petit mot pour dire que donc, Epic, Story, Tâche, donc c'est un vocabulaire qui est un peu plus issu du monde agile que du monde cycle en V, mais on pourra avoir une vue cycle en V de ces Epic, Story et Tâches, comme on va le voir par la suite. Oui, tout à fait, François. Donc, ce qu'on a eu l'habitude d'observer, et c'est justement ce qu'il faudra éviter, François là d'ailleurs en a plus ou moins parlé au départ, on constate très souvent qu'il y a cette confusion-là entre activité et artefact. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici dans la slide de gauche. Dans la slide de gauche, on voit bien que les éléments ici en bleu que vous voyez, par exemple, c'est des activités, donc c'est des tâches. Et par contre, les éléments en rouge que vous voyez, c'est plutôt, là, par exemple, c'est une spécification, une exigence. Donc, on voit qu'ici, on est dans un backlog. On se rend compte que les personnes, ce qu'elles ont fait, elles ont mélangé activité et artefact, ce qui fait finalement que on a une exigence qui se retrouve dans une sprint. Donc ça veut dire finalement que la personne elle va par exemple loguer le temps sur une exigence, ce qui n'a absolument pas de sens. Et là c'est pareil, l'illustration de droite, c'est exactement la même chose. On a un mélange d'activités et d'artefacts, ce qui prête complètement confusion, ce qui, en tout cas, rend inefficace l'aspect gestion de projet. Donc, ce qu'on préconise, justement, c'est réellement d'arriver à distinguer cela. Donc, dans le backlog ici, par exemple, vous voyez, un peu plus à droite de l'image, on a essentiellement des activités. Donc, uniquement des activités. On a uniquement des activités. Donc, on a bien notre épique ici, en dessous de laquelle on a des stories. Donc l'épique, c'est celle qui est violette, en violet. La story, c'est celle en vert. En dessous de la story, on a justement la décomposition dont on a parlé. L'outil, en fait, il permet vraiment nativement de faire tout cela, d'avoir cette décomposition.
Et un peu plus à droite de l'image, vous voyez que on a pris un tableau particulier où on voit par exemple, ici c'est une sprint. À l'intérieur de la sprint, on peut voir justement les éléments qui font partie de la sprint. Et puis on peut savoir par exemple que cette sprint-ci, sur laquelle je pointe, elle a été créée par cette personne. Donc là, je sais qui c'est moi. Et puis on voit exactement à qui est en train de travailler sur la story. Donc en fait, l'outil permet justement d'avoir une vue assez globale et d'avoir un bon suivi et un historique des différents événements qui a suivi une tâche. Après, ce qu'on disait justement tout à l'heure, l'outil aussi, il y a des fonctionnalités qui permettent, tout à l'heure, ce que je viens de montrer au slide précédente, c'était une gestion, on va dire, plutôt agile. Maintenant, sur la plateforme Altation, toujours, on arrive à faire en même temps la gestion agile et puis une gestion cycle en V, comme celle que vous voyez ici, avec justement le Gantt. Donc là, vous avez les différentes tâches, toujours la décomposition Epic, Story, et puis les tâches, et puis vous avez justement les barres de Gantt qui correspondent aux durées de différentes activités. Donc là, on peut supposer que c'est la stratégie de développement qui sera utilisée par l'équipe, en tout cas par l'équipe mécanique, et puis celle logicielle utilisera celle qu'on a présentée plus haut. Et pour aller plus loin, bon, celle-là, c'est plus, on va dire, je ne sais pas si on le verra sur cette illustration, c'est que là, on a une vue Gantt avec aussi toute la richesse, possibilité de définir des dépendances. Oui. De faire un début, voire un peu comme ce qu'on peut faire dans le Soft Project sur ce genre de vue. Exactement, c'est exactement le même type de fonctionnalité qui est exploité. Et on peut aller encore plus loin en faisant réellement une gestion de ressources. Ici, on a par exemple la charge par individu, par équipe. On sait par exemple quelles sont les personnes qui sont disponibles. On arrive à utiliser finalement l'outil comme outil de gestion de temps. Donc c'est d'ailleurs d'où l'importance de réellement distinguer activités et artefacts. Parce que les activités, justement, ici, elles vont permettre de gérer les ressources. Donc, là, on a une petite vidéo. D'ailleurs, on ne va pas arriver jusqu'à la fin, mais l'idée ici, c'est de vous montrer que dans l'organisation de projet, ce qu'on a réellement la décomposition, comme je vous ai dit, en épiques, et puis en dessous des épiques, on peut voir en vert là les stories qui sont rattachées. Et on a dit ici qu'on utilisait, donc pour notre illustration, l'équipe mécanique, elle sera essentiellement en cycle en cascade. Donc là, on est dans le projet Hardware Requirement, et on peut voir effectivement qu'il n'y a pas de sprint, on a juste on a un répertoire à l'intérieur, bon, il porte le nom backlog, mais c'est un répertoire à l'intérieur duquel on a les différentes tâches, donc les différentes activités, et puis on a un Kanban associé qui permet de visualiser de la progression, en tout cas, l'évolution, de gérer le cycle de vie de chaque activité. Donc, à travers le workflow qui est en train d'être montré là. Alors, je vais rapidement passer à la séquence suivante. Donc là, c'est pour tout ce qui est, justement, là, maintenant, c'est pour la partie plutôt gestion logicielle. Vous voyez qu'il y a une dimension qui est, justement, plutôt la mise en place de sprint. On a une dimension réellement qui est, en tout cas, on prend réellement en compte le backlog qui va être dépouillé, qui va faire l'objet de sprint. Et puis, l'outil permet justement de gérer en parallèle plusieurs sprints. Et bon, dans la personnalisation, dans le paramétrage qui a été mis en place, on fait en sorte qu'il y ait une synchronisation entre l'outil même, entre le ticket même, entre l'activité, voilà, de gestion de projet pour les équipes agiles, et puis l'outil qui va permettre réellement de gérer ces sprints-là, et puis de faire la gestion de ressources. Dans l'outil en l'occurrence, c'est celui-ci. Là, je suis en train de montrer plutôt la conception, la partie mécanique, où on peut effectivement voir le Gantt qui est associé, on peut voir la répartition, en tout cas des tâches, c'est exactement ce qui a été montré tout à l'heure en image, donc plutôt par photo. Là, la vidéo, c'est tout simplement une rediffusion de la même chose. Ici, comme je disais, on peut utiliser le même outil pour gérer les ressources,
Et voilà, justement, on arrive à voir quelles sont les personnes qui travaillent sur les tâches, quelle est la charge de travail de chaque personne, et puis un ensemble de filtres qui permet en tout cas, de gérer les mêmes ressources. Je vais avancer à nouveau. Pareil, au niveau gestion des ressources, on a réellement vraiment beaucoup d'outils. Et si on revient sur la partie dans le même outil, si on revient sur la partie agile, on se rend bien compte que c'est assez simple en fait. On utilise un système de drag and drop. Vous voyez là ce qui a été fait. L'utilisateur a dans un premier temps. Pardon, il a sauté. L'utilisateur, il est allé dans le backlog, ici à droite. Il a tout simplement glissé l'image, il a déposé, il a déposé dans l'état to do, en tout cas, dans l'une des sprints. Et puis, il a attribué, toujours par le système de drag and drop, il a attribué à l'équipe soft, par exemple. Voilà, je pense que, en tout cas, pour l'illustration, on peut aller beaucoup plus loin. On a un ensemble justement de métriques aussi qui permet de mesurer l'efficacité d'équipe, qui permet de faire des différents graphiques en fait, qui sont assez connus dans le monde de l'agile. Alors, dans la slide suivante en fait, pardon, dans la slide suivante qui est celle-là. Maintenant qu'on a pu distinguer réellement activité et artefact, ce qu'il faut noter, c'est que on arrive à avoir à travers l'outil une traçabilité, on va dire, assez simple. On arrive de manière plutôt simple. Ici, par exemple, je suis au niveau d'une exigence. Donc celle-là, on l'a appelée vue 360 degrés. À travers l'exigence, on arrive à savoir, par exemple, quel est l'URS, donc quel est le besoin, de parties prenantes en fait associées. Quelles sont les exigences de bas niveau qui sont associées à notre exigence, et surtout ici on arrive à savoir quelle est la tâche, donc quelle est l'activité. Donc là on est sur un artefact, on arrive à déterminer quelle est l'activité qui a permis justement de générer cet artefact là. Donc voilà un peu l'illustration. Bon, alors la vidéo qui suit, je pense que on a pratiquement atteint l'heure. La vidéo qui suit, c'est exactement l'illustration de cela. Je pense qu'on va peut-être plutôt s'en passer, et puis on va directement vous présenter. En tout cas, on va sauter directement à la conclusion. Donc là, par exemple, c'est toujours, comme je disais, un résumé de la vidéo. Donc où on est plutôt côté artefact. On voit bien ici le registre de toutes nos exigences. On a ici les URS, là on a les exigences, et puis on a les tests. Donc tout ça, ce sont les différents artefacts qui sont liés entre eux justement, et ils peuvent être exploités en utilisant, ils peuvent être exploités à travers Confluence justement, de manière à structurer le DHF, et puis extraire toute la documentation nécessaire à la production de votre dossier technique. Du coup, je te laisse prendre la main, François. Juste en conclusion, donc sur l'offre ADN qu'on avait pu esquisser au début, donc sur cette suite Atlassian, donc on vous permet à travers de différents services de mettre en place ou d'améliorer la mise en place de processus supportés par cette plateforme. Donc soit chronologiquement ça peut être en amont un audit ou un diagnostic pour faire un état des lieux, de voir les opportunités qu'il y a d'améliorer vos pratiques. On peut donc intervenir pour déployer ces solutions, les configurer, les paramétrer par rapport à vos besoins. Si vous êtes aujourd'hui sur d'autres plateformes qu'Atlassian, que vous souhaitez migrer vers Atlassian, donc il y a toujours une partie reprise des données qui sera importante, sur laquelle on peut aussi vous aider. Et puis évidemment pour tout type de formation utilisateurs ou administrateurs sur les outils de la plateforme.
Et tout ça, oui, il y avait une petite mention pour dire que tout ça donc, peut se faire au travers l'outil JSM dont Stéphane a un petit peu parlé au début là, de, de, de gestion des demandes. On l'utilise aussi, nous, en interne, pour gérer vos demandes, hein, que ce soit de développement, de support, de formation. Ça nous permet un suivi facilité de vos demandes. Donc, sur le processus qui détaille un peu ce qui se passe dans les phases amont, où on commence par diagnostiquer, faire des préconisations, et puis une fois qu'on s'est mis d'accord avec vous, d'appliquer ces mises en place ou évolutions d'outils pour supporter vos processus de développement. Voilà. Donc, on est arrivé au terme de cette présentation, hein, qui est, je pense, a pu vous apprendre des choses, vous donner des pistes. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a peut-être des questions dans Alors, en attendant de voir s'il y a des questions, d'ailleurs. Surtout, je vois que tu as mis des liens dans le chatter, donc, que vous pouvez suivre. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, donc vers Stéphane ou vers moi pour poser toutes les questions que vous auriez, et qu'on puisse adapter les solutions à votre contexte. Alors, je vois que jusqu'ici, il n'y a pas de questions et qu'on a déjà quelque peu dépassé l'heure. Donc, s'il n'y a pas de questions, François, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, on va s'arrêter là. Puis, bon, s'il y a des questions qui ne vous sont pas venues aujourd'hui, qu'elles vous viennent par la suite, surtout, n'hésitez pas. Donc, merci pour votre participation. Merci pour votre attention et bonne journée. Au revoir.